Le Phédon de Platon, exposition de la doctrine de la réminiscence par Socrate suite. Car nous avons vu, dit Socrate, qu'il est possible, en percevant une chose par la vue ou par l'ouïe, ou par quelque autre sens, que cette chose fasse penser à une autre qu'on avait oubliée et avec laquelle elle avait du rapport, sans lui ressembler ou en lui ressemblant. Par conséquent, il faut, je le répète, de deux choses l'une, ou bien que nous soyons nés avec la connaissance des réalités en soi, et que nous les gardions toute la vie, tous tant que nous sommes, ou bien que ceux dont nous disons qu'ils apprennent ne fassent pas autre chose que se souvenir, et que la science soit réminiscence. Cela est certainement juste, Socrate. Alors lequel des deux choisis-tu, Simmias ? Naissons-nous avec des connaissances, ou bien nous ressouvenons-nous ensuite des choses dont nous avions pris connaissance auparavant ? Je suis incapable, Socrate, de faire ce choix sur le champ. Eh bien, voici une question où tu peux faire un choix et dire ton avis. Un homme qui sait peut-il rendre raison de ce qu'il sait, ou ne le peut-il pas ? Forcément, il le peut. Te paraît-il aussi que tous les hommes puissent rendre raison de ces réalités dont nous parlions tout à l'heure ? Je le voudrais bien, ma foi, dit Simmias, mais j'ai plutôt peur que demain à cette heure-ci, il n'y ait plus un homme au monde qui soit capable de s'en acquitter dignement. Tu ne crois donc pas, Simmias, dit Socrate, que tous les hommes connaissent ces réalités ? Pas du tout. Alors ils se ressouviennent de ce qu'ils ont appris jadis, nécessairement. En quel temps nos âmes ont-elles acquis la connaissance de ces réalités ? Ce n'est certes pas depuis que nous sommes sous forme d'hommes. Non, certainement, c'est donc avant, oui. Par conséquent, Simmias, les âmes existaient déjà avant d'être sous la forme humaine, séparées du corps et en possession de la pensée. À moins, Socrate, que nous ne recevions ces connaissances au moment de notre naissance, car il nous reste encore ce temps-là. Fort bien, camarades, mais en quel autre temps les perdons-nous ? Nous ne naissons pas avec elles, nous venons d'en convenir. Les perdons-nous au moment même où nous les recevons, ou peux-tu indiquer un autre temps ? Pas du tout, Socrate, par mégarde, j'ai dit une sottise. Voici donc où nous en sommes, Simmias, reprit Socrate. Si ces choses que nous avons toujours à la bouche, le beau, le bien et toutes les essences de cette nature existent réellement, si nous rapportons tout ce qui vient d'essence à ces choses qui nous ont paru exister avant nous et nous appartenir en propre, et si nous le comparons à elles, il faut nécessairement que, comme elles existent, notre âme existe aussi, et antérieurement à notre naissance. Si elles n'existent pas, notre raisonnement tombe à plat. N'en est-il pas ainsi, et n'est-ce pas une égale nécessité, et que ces choses existent, et que nos âmes aient existé avant nous, et que si celles-là n'existent pas, celles-ci n'existent pas non plus ? C'est merveilleusement exact, à mon avis, Socrate, dit Simmias. C'est vraiment la même nécessité, et ton argumentation a recours fort à propos à l'étroite liaison qu'il y a entre l'existence de l'âme avant notre naissance et l'essence dont tu parles. Car je ne vois rien de plus clair que ceci, c'est que le beau, le bien et toutes les autres choses de même nature dont tu parlais tout à l'heure existent d'une existence aussi réelle que possible. Et pour ma part, je suis satisfait de la démonstration. Mais Cébès, dit Socrate, car il faut aussi convaincre Cébès. Je pense, dit Simmias, qu'il est satisfait aussi, quoiqu'il soit le plus obstiné des âmes à se méfier des raisonnements. Cependant, je crois qu'il est suffisamment persuadé que notre âme existait avant notre naissance. Mais qu'elle doive encore exister après notre mort, je ne vois pas, moi non plus, Socrate, poursuivit-il, que cela soit démontré. Il reste à réfuter cette opinion du vulgaire dont Cébès parlait tout à l'heure. Le vulgaire, en effet, craint qu'au moment où l'âme meurt, son âme ne se dissipe et que ce ne soit là pour elle la fin de l'existence. Car qui empêche qu'elle ne naisse, qu'elle ne se forme de quelque autre chose et qu'elle n'existe avant d'entrer dans un corps humain, et que, lorsqu'elle y est entrée, puis s'en est séparée,
elles ne finissent alors et ne périssent comme lui. Bien parlé, Simmias, dit Cébès. Il me paraît en effet que Socrate n'a prouvé que la moitié de ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire que notre âme existait avant notre naissance. Mais il fallait prouver aussi qu'elle n'existera pas moins après notre mort qu'avant notre naissance pour que la démonstration soit complète. Elle est complète dès à présent, Simmias et Cébès, repartit Socrate, si vous voulez bien joindre cette preuve-ci à celle que nous avons approuvée précédemment, que tout ce qui vit naît de ce qui est mort. Si en effet l'âme existe déjà avant nous, et si quand elle vient à la vie et naît, elle ne peut naître d'aucune autre chose que de la mort, et de ce qui est mort, ne faut-il pas nécessairement aussi qu'elle existe encore après la mort, puisqu'elle doit revenir à la vie ? Ainsi la preuve que vous demandez a déjà été donnée. Je vois bien cependant que Cébès et toi, vous seriez bien aise d'approfondir encore davantage la question, et que vous craignez comme les enfants qu'au moment où l'âme sort du corps, le vent ne l'emporte et ne la dissipe réellement, surtout lorsqu'à l'heure de la mort, le temps n'est pas calme, mais qu'il souffle un grand vent. Sur quoi Cébès se mettant à rire. Prends que nous avons peur, Socrate, dit-il, et tâche de nous persuader, ou plutôt imagine-toi, non que nous ayons peur, mais que peut-être il y a en nous un enfant, que ces choses-là effraient, et tâche de le persuader de ne pas craindre la mort comme un croque-mitaine. Eh bien, dit Socrate, il faut lui chanter des incantations tous les jours, jusqu'à ce qu'il soit exorcisé. Où trouver, Socrate, répliqua-t-il, un bon enchanteur contre ces frayeurs, quand toi, dit-il, tu nous abandonnes ? La Grèce est vaste, Cébès, répliqua-t-il, et il s'y trouve des hommes excellents, nombreux aussi sont les races des barbares. Il faut fouiller tous ces pays pour chercher cet enchanteur, sans épargner votre argent et vos peines, car il n'est rien pour quoi vous puissiez dépenser votre argent plus à propos. Mais il faut aussi le chercher vous-même les uns chez les autres, car il se peut que vous ne trouviez pas non plus facilement des gens plus capables que vous de pratiquer ces enchantements. C'est ce que nous ferons, dit Cébès, mais revenons, s'il te plaît, au point d'où nous sommes partis. Oui, cela me plaît. Comment cela ne me plairait-il pas ? À merveille, dit-il. Il faut, reprit Socrate, nous poser à nous-mêmes une question comme celle-ci. À quelle sorte de chose appartient-il de souffrir cet accident qu'est la dispersion ? Et pour quelle sorte de choses avons-nous à le craindre ? Pour quelle sorte, non. Après cela, nous aurons encore à examiner à laquelle de ces deux sortes appartient l'âme, et d'après cela à conclure ce que nous avons à espérer ou à craindre pour notre âme à nous. Cela est vrai, dit-il. Or, n'est-ce pas ce qui a été composé, n'est-ce pas à ce qui a été composé et à ce que la nature compose qu'il appartient de se résoudre de la même manière qu'il a été composé, et s'il y a quelque chose qui ne soit pas composé, n'est-ce pas cela seul, plus qu'à toute autre chose qu'il appartient d'échapper à cet accident ? Il me semble qu'il en est ainsi, dit Cébès. Dès lors, il est très vraisemblable que les choses qui sont toujours les mêmes et dans le même état ne sont pas les choses composées, et que les choses qui sont tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et qui ne sont jamais les mêmes, celles-là sont les choses composées. Je le crois pour ma part. Venons maintenant, reprit Socrate, aux choses dont nous parlions précédemment. L'essence elle-même, que dans nos demandes et nos réponses nous définissons par l'être véritable, est-elle toujours la même et de la même façon, ou tantôt d'une façon, tantôt de l'autre ? L'égal en soi, le beau en soi, chaque chose en soi, autrement dit, l'être réel, admet-il jamais un changement, quel qu'il soit, où chacune de ces réalités étant uniforme et existant pour elle-même, elle est toujours la même et de la même façon, et n'admet-elle jamais nulle part, en aucune façon, aucune altération ? Elle reste certainement nécessaire, Socrate, répondit Cébès, dans le même état et de la même façon.
Mais que dirons-nous de la multitude des belles choses, comme les âmes, les chevaux, les vêtements, ou toute autre chose de même nature, qui sont ou égales ou belles, et portent toutes le même nom que les essences? Restent-elles les mêmes, ou bien tout au rebours des essences, ne peut-on dire qu'elles ne sont jamais les mêmes, ni par rapport à elles-mêmes, ni par rapport aux autres? C'est ceci qui est vrai, dit Sébès, elles ne sont jamais les mêmes. Or ces choses, on peut les toucher, les voir et les saisir par les autres sens. Au contraire, celles qui sont toujours les mêmes, on ne peut les saisir par aucun autre moyen que par un raisonnement de l'esprit, les choses de ce genre étant invisibles et hors de la vue. Ce que tu dis est parfaitement vrai, dit-il.